Martine Lanibail, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à Nantes et vous travaillez notamment avec la démarche des histoires de vie. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de fédérer, avec la collaboration de Gaston Pinault et de Catherine Schmusbrun, des recherches sur les histoires de nuit au cours de la vie, dans leur rapport à la formation et aux apprentissages? Alors il y a eu plusieurs origines pour aboutir à ce projet-là. D'abord j'avais été assez intriguée de découvrir, un peu par le biais des ouvrages de Gaston Pinault, ce que les philosophes appellent la dimension nocturne de la formation. Donc des moments où on n'est pas dans un état aussi contrôlé que pendant la journée, et pourtant il se passe quelque chose en termes de formation. Euh, à côté de ça, en commençant à donner des cours, j'ai tout de suite vu, comme je pense la plupart des enseignants, que l'attitude des enseignants est très différente, la réceptivité est très différente selon les moments de la journée. C'est pas forcément le matin qu'ils sont le plus éveillés, et c'est pas forcément le soir, quand ils sont bien fatigués, qu'ils apprennent le moins. Donc en mettant un petit peu ça en phase, je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose là d'intéressant à étudier. Et puis, dans les démarches d'histoire de vie qu'on pratique, je me suis rendu compte qu'on parle de nos journées et quasiment jamais de nos nuits. Or, on vit pratiquement autant la nuit que le jour, et ça ne rentre pas dans nos récits. Et à côté de ça, là aussi, dans ses travaux sur la temporalité, Gaston Pinault a remarqué que dans les agendas, ça commence le matin, rarement à 7 heures, parfois à 8 heures, et le soir, il y a des agendas qui se terminent à 18 heures, 19 heures, le mien à 21 heures, mais c'est assez récent. Et donc, comme si on n'avait pas de programmation la nuit, je ne sais pas s'il y a des calendriers spéciaux, des emplois du temps spéciaux pour les travailleurs nocturnes, mais en tout cas, ce n'est pas prévu d'organiser son temps sur la période de nuit. Alors il y a quand même les bornes qui se modifient un petit peu, et je viens de remarquer récemment que la météo intègre maintenant le temps de la nuit, c'est tout récent, alors qu'avant là aussi la météo qui était prévue s'arrêtait en fin de journée pour reprendre le lendemain matin comme s'il n'y avait rien entre les deux. Donc c'est un petit peu tout ça qui m'a donné envie de questionner ce rapport à la nuit dans ses liens avec la formation, et de faire appel donc à la fois à des collègues qui avaient pu travailler cette notion-là, et puis également à des expériences diverses de personnes autour de leur rapport à la nuit. Alors on a distingué là à la fois comment on pouvait vivre et penser la nuit, différemment, mais quand même vivre et penser la nuit, les nuits de tous les jours, en fonction des âges de la nuit, de la vie, et puis aussi les nuits d'exception, qui sont un petit peu différentes pour mille et une raisons des nuits ordinaires. Vous avez donc, pour travailler ce rapport, réuni des travaux de collaborateurs sur cette thématique, un point de vue national comme international, ainsi que des entretiens variés sur les rapports aux nuits. Alors nuits ordinaires comme particulières, voire pathologiques, nuits plus ou moins sereines selon les âges de la vie, nuits au travail ou au repos, ensommeillées ou insomniaques, trop brèves ou reposantes. Ce que vous avez trouvé dans ces nuits vous a-t-il surprise? Oui, beaucoup, parce qu'à la fois, on repère pour chaque personne une grande diversité par rapport au développement de la vie, dans son rapport à la nuit. Les nuits des enfants, elles sont très entrecoupées. Les personnes âgées, ça redevient aussi des nuits un petit peu à petite dose. Donc il y a une variété déjà pour chaque personne qui est également fonction de ce qu'elle vit dans sa vie extérieure, qui peut plus ou moins perturber la sérénité qui peut être nécessaire pour s'endormir. Donc l'endormissement est un moment difficile. Le rapport aux saisons aussi, à l'obscurité qui peut modifier le rapport à la nuit. Donc déjà pour chacun, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en question. Mais j'ai aussi repéré à travers cette recherche qu'il y a beaucoup plus que je ne l'imaginais des pathologies de la nuit, qui vont au-delà des difficultés ordinaires qu'on peut avoir à s'endormir ou à se réveiller aussi parfois. Et j'ai vu notamment que chez les étudiants, et notamment ceux qui poursuivent leurs études assez loin, il y a beaucoup plus que dans la population ordinaire, alors est-ce que c'est un artefact, ce serait à voir, des pathologies plus ou moins graves de la nuit. Et que l'insomnie va bien avec l'apprentissage. Et que souvent l'épaisseur de la thèse elle est inversement proportionnelle au nombre d'heures que l'on dort.
Les choses ne fonctionnent pas selon l'idée qu'on peut avoir a priori par rapport à cela. Mais la véritable surprise que j'ai eue, il est arrivé quasiment avant de lancer cette recherche, était son déclencheur, c'est de lire un article d'une collègue polonaise qui avait travaillé dans une maison de retraite et auprès de personnes âgées sur le rapport à la nuit. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des façons de gérer son rapport à la nuit pour en faire quelque chose et pas forcément en être victime. Utiliser des tas de drogues ou médicaments pour s'assommer quand on n'arrive pas à dormir. Et donc il y a des personnes qui composent assez bien en fonction de leurs besoins par rapport à leur rapport à la nuit pour en tirer un maximum de choses et qui en profitent pour apprendre de différentes façons dans le courant de la nuit et donc de compenser par des micro-sommeils le jour. Dès lors, qu'est-ce qui gêne la prise en compte de ce temps nocturne, notamment sur le terrain de la formation et des apprentissages? Alors peut-être déjà parce que globalement la nuit a un peu une mauvaise réputation par rapport à l'usage qu'on peut en faire, c'est-à-dire la nuit c'est fait pour dormir, quoi. Mais la nuit c'est aussi un moment qui est vécu comme angoissant, on a peur de perdre ses repères, qui peut être dangereux aussi, et là le rapport des sexes varie parce que même si on a très envie et si on apprécie beaucoup de se promener la nuit, pour les femmes il vaut mieux éviter. Donc il y a cette connotation de danger qui fait que les nuits ne sont pas toujours sereines, même en prenant en compte que les dangers de la vie se produisent surtout le jour. Mais voilà. Et puis les philosophes qui réfléchissent sur la nuit ont aussi, avec des métaphores, connoté bizarrement la nuit, c'est-à-dire que les connaissances est assimilée à la lumière, et donc au jour. Et la nuit, c'est l'obscurité, c'est l'ignorance. Et donc on ne pense pas a priori que la nuit peut servir pour apprendre, parce que c'est censé être antinomique des apprentissages et des connaissances. Donc ce côté lumineux, obscurité, fait partie de ce qui nuit un peu aux usages que l'on peut avoir de la nuit. Il y a d'autres choses aussi, c'est-à-dire que le rapport à la mémoire est important dans les apprentissages et que les neurologues nous disent que la mémoire va se fixer la nuit, donc il faudrait beaucoup dormir pour fixer les apprentissages. C'est pas si simple que ça parce que c'est pas tout le temps de nuit, c'est des toutes petites périodes de nuit qui servent à fixer la mémoire et donc c'est pas du tout proportionnel à la durée de nuit. Donc il y a beaucoup de points de vue comme ça, pas trop réfléchis, qui perturbe le rapport à la nuit et l'usage qu'on peut en avoir, notamment en période d'examen ou d'apprentissage. Ça ne fonctionne pas forcément comme on pourrait le penser a priori. Alors face à un tel tableau, qu'apportent ces recherches? Alors, notamment, les apports de l'international permettent de voir que notre lien avec la nuit, il n'est pas seulement physiologique, corporel, il est très culturel. Et par exemple, quand on a écouté les collègues coréens en Corée du Sud, ils nous disent que pour eux, un étudiant qui dort est considéré comme un étudiant qui ne travaille pas. Et que la durée de nuit d'un étudiant en train de travailler, c'est 4-5 heures maximum, sinon il est paresseux. Les universités sont ouvertes 24 heures sur 24 et il y a des endroits où ils peuvent se reposer quand même, mais pas plus de 4 ou 5 heures. Donc ça montre bien qu'on est conditionné culturellement dans l'obligation de dormir à un certain temps pour pouvoir travailler. Autre apport de l'international, c'est le Japon, par exemple, où là, il est admis culturellement, mais depuis très longtemps, qu'on a besoin d'avoir des temps de micro-sommeil, quel que soit son âge, dans la journée. Et comme ils ont des occupations la nuit, ils les assument, eh bien ils récupèrent dans la journée avec des micro-sommeils. Alors dans le métro, c'est spectaculaire, les 3/4 dorment. Pas parce que voilà, ils sont épuisés, c'est parce qu'ils gèrent leur temps d'éveil et de sommeil différemment que dans notre culture. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ces rapports internationaux pour voir comment on peut faire avec ces besoins qu'a notre corps de se reposer, mais aussi tirer parti de la façon différente qu'on peut avoir de travailler ou d'apprendre la nuit. Alors en lien avec ce que Gaston Pinault appelle l'auto-formation, c'est-à-dire on est quand même plus souvent seul, on est beaucoup moins accaparé par tout un tas de choses extérieures. Donc c'est des moments assez privilégiés pour pouvoir reprendre un certain nombre de choses et les travailler différemment.
Par rapport aux avancées possibles de ce travail-là, ce sur quoi je vais peut-être me diriger si je trouve un moment, le jour ou la nuit, j'en sais rien, c'est que ce qui est intéressant entre les deux, on parle du jour et de la nuit avec le contraste qu'il y a, mais il y a les zones intermédiaires entre les deux, ces périodes crépusculaires. Le crépuscule, c'est à la fois l'aube ou le soir, hein, il y a deux crépuscules dans la journée, et que si on réfléchit bien de façon croisée à ce qui a été présenté jusqu'à présent, c'est peut-être des zones très propices parce qu'on est à la fois un peu éveillé, mais pas complètement, et donc on ne va pas se rétracter pour refuser des apprentissages, et ce sont donc ces deux périodes-là qui sont peut-être parmi les plus propices, en tout cas à exploiter, sachant que selon les uns ou les autres, on est plus du matin ou du soir, et que ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte pour gérer au mieux ces apprentissages tout au long de la vie, mais aussi tout au long de la journée, incluant la nuit.